Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Je m'excuse déjà par avance pour ce léger contretemps, on a eu un tout petit souci technique, mais vous êtes tout de même nombreux à nous rejoindre. Donc on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte pour commencer. Donc, comme vous le voyez, donc le petit souci technique est lié à l'affichage. Donc, on n'aura pas de plein écran, mais vous devriez avoir toutes les infos correctement. Voilà, donc bienvenue à tous. Je vais commencer tout de même par me présenter. Donc moi, je suis Morgane Nuel, donc je suis chargée des relations avec les professionnels de santé au sein du laboratoire Norsan. Donc c'est moi qui animerai ce webinaire. Et vous avez dans le chat ma collègue, donc Judith Gillet, qui répondra à vos questions tout au long du webinaire. Donc n'hésitez pas à lui écrire et bien entendu, nous reviendrons aux questions à la fin. Euh, voilà, alors ce qui va se passer, je vais commencer par vous présenter brièvement le laboratoire Norsan. Donc si on peut se mettre juste sur la slide, et ensuite je laisserai Isabelle se présenter. Hop. Voilà, donc le laboratoire Norsan. Donc on est un laboratoire en fait d'origine norvégienne avec son siège social qui est en Allemagne. Donc notre fondateur Joachim Graf vient de Norvège et il a fondé Norsan en 2013 euh, dans l'idée en fait de proposer des produits qui sont 100% naturels et qui sont naturellement hautement dosés en oméga 3 marin, donc EPA et DHA. Et l'idée de Norsan et de Joachim, donc, c'est surtout aussi d'informer le plus de monde possible sur l'importance des oméga 3, vraiment de communiquer au plus là-dessus et qu'il y ait une information qui soit faite à ce sujet. Donc actuellement, on est présent en Europe, dans beaucoup de pays, donc principalement en Allemagne, Autriche, Suisse, Italie et Pologne, mais également dans d'autres pays comme la Slovénie, le Danemark, la Belgique, le Luxembourg et bien entendu la France, où nous sommes présents donc depuis 2020. Et donc, comme je vous le disais, l'objectif premier de Norsan, donc, c'est d'informer sur l'action, sur le rôle des graisses dans notre organisme et d'informer sur l'importance d'un bon équilibre entre les apports en oméga 6 et en oméga 3 et l'importance surtout d'avoir un bon indice oméga 3. Voilà. Donc, nous sommes réunis ce soir donc, pour un webinaire sur les oméga 3 et la bonne santé de votre cerveau, donc qui va être présenté par Isabelle Degan. Donc Isabelle, je vous laisse vous présenter et puis on commencera la présentation. Très bien. Bonjour à tous. Voilà, je me présente donc Isabelle Degan. Je suis actuellement en poste comme directrice régionale dans un laboratoire de nutrithérapie qui n'est pas un laboratoire Norsan, mais qui est un laboratoire qui couvre un peu tous les thèmes de la micronutrition. Et actuellement, je m'oriente plus vers une activité de formatrice. Au niveau de mon cursus de base, je suis ingénieure en agroalimentaire. Le virus de la micronutrition m'a touchée en 2009, et ce qui m'a occasionné de me former en faisant une licence de micronutrition à Poitiers. Et récemment, je me suis formée en hormonaux sur un module que j'ai fait à Paris parce que voilà, je suis tout simplement passionnée par l'hormonal et les oméga 3 sont très importants dans l'hormonal. Et donc, je suis également consultante en nutrition fonctionnelle dans cette spécialité. Donc, effectivement, ben, nous allons voir aujourd'hui les oméga 3 plus dans le cadre donc, de la santé cérébrale, de la fonction cognitive, de la mémoire, des troubles de l'humeur, comment améliorer toutes ces capacités
Alors, évidemment, les oméga 3 ont des actions bien plus larges que le cerveau, mais aujourd'hui, voilà, ce sera notre sujet. Alors, donc voilà, quels sont les intérêts des oméga 3 pour obtenir une santé cérébrale au top, et nous allons détailler ceci ensemble pendant l'heure qui vient. Alors, en introduction, bah, écoutez, je pense que vous savez que le cerveau humain est composé de 60% de lipides, que ces lipides constituent les membranes de nos cellules, quelles que soient les cellules de l'organisme, que ce soit les cellules musculaires, que ce soit les cellules de chacun de nos organes et que ce soit les cellules cérébrales ou neurones. Ce sont aussi les membranes des organites, puisque la cellule contient en elle-même des organites qui eux-mêmes sont euh, entourés d'une membrane, parfois même qui est double, comme celle de la mitochondrie. Il y a également d'autres éléments qui sont constitués de lipides au niveau de l'organisme. Ce sont les hormones, les neurotransmetteurs ou d'autres substances actives qui sont constituées de protéines, certes, mais également de matières grasses. Alors, pour avoir une bonne communication entre les cellules, de bons échanges cellulaires, eh bien, il faut que cette possibilité de communication soit optimale. Et c'est le couple membrane-récepteur qui doit être opérationnel. La membrane est la porte de la cellule, les récepteurs en sont les clés, et il faut que cette porte soit bien huilée, qu'elle soit parfaitement fluide pour que les échanges se fassent du mieux possible. Les graisses sont donc essentielles dans notre alimentation. Et moi, on m'a toujours dit que le gras, c'était la vie. Voilà. Alors, qu'est-ce que les acides gras? Qu'est-ce que les oméga? Donc, les acides gras, c'est une classe de lipides. Il y en existe des saturés, des insaturés. Et dans les insaturés, nous avons des polyinsaturés ou des monoinsaturés. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui sont les polyinsaturés et en particulier les oméga 3. Mais nous verrons un peu aussi les oméga 6. Donc, les lipides sont constitués de plusieurs molécules. Un glycérol, une molécule de glycérol, qui est donc 3 carbones, 8 hydrogènes, 3 oxygènes. Et à ce glycérol sont attachés différents acides gras. Par exemple, les triglycérides, c'est un glycérol et 3 acides gras. Ces acides gras, on l'a évoqué juste précédemment, sont classés en différentes catégories. Nous avons les acides gras saturés, comme par exemple le beurre. Nous avons les acides gras monoinsaturés, c'est-à-dire qu'ils contiennent une double liaison, comme l'acide palmitoléique ou l'acide oléique, c'est celui que nous trouvons dans l'huile d'olive. Et nous avons les acides gras polyinsaturés, qui, eux, comportent plusieurs doubles liaisons. Ils sont constitués de deux familles principales, les oméga 3 et les oméga 6. Voici un acide gras schématisé. Il est constitué donc d'un groupement carboxyle et d'une chaîne carbonée. Et vous allez voir l'importance de ce petit schéma pour comprendre la suite des événements. Sur ce schéma sont représentés les 3 types d'acides gras. Ici, l'acide gras saturé. On retrouve le groupement hydroxyle et nous avons toute une chaîne de carbone qui est plus ou moins longue, chacun de ces carbones étant associé à 2 hydrogènes. À la fin de la chaîne se termine par un CH3, ce qu'on appelle un groupe méthyle. Les acides gras monoinsaturés, même début de chaîne, même fin de chaîne, et une double liaison qui amène une certaine forme de fluidité. On voit ici que la chaîne, au lieu d'être rectiligne, elle est un tout petit peu fléchie. Et puis, on a l'acide gras polyinsaturé qui contient plusieurs, alors ici, il n'y en a que 2, mais elle peut en contenir jusqu'à 6 doubles liaisons. Et plus il y a de doubles liaisons, plus nous avons de fluidité sur cette chaîne. Et vous allez voir l'intérêt que ça a au niveau de notre métabolisme. Alors, un petit schéma des acides gras polyinsaturés. Il y a donc 2 grandes familles, comme je le disais à l'instant. Les oméga 3. Ici, nous avons le DHA qui est représenté. Et ici, les oméga 6 avec le GLA. Pourquoi est-ce que ça s'appelle oméga 3 ou oméga 6? Eh bien, tout simplement, nous appelons le dernier carbone de la chaîne par rapport au groupement méthyle le carbone oméga, c'est-à-dire le dernier carbone. Et par rapport à ce carbone, on remonte 1, 2, 3 et la dernière double liaison se positionne sur le carbone 3. Pour les oméga 6, eh bien, si l'on compte bien, nous allons nous retrouver sur le carbone 6 pour la dernière double liaison. Ensuite, il peut y en avoir vraiment beaucoup, comme ici le DHA,
1, 2, 3, 4, 5, 6 doubles liaisons. Pour le GLA, qui fait partie des oméga-6, nous avons 3 doubles liaisons. On ne compte pas la double liaison ici du groupement carboxyle. Nous ne comptons que les doubles liaisons entre les carbones de la chaîne d'acide gras. Au niveau nomenclature, eh bien, je viens un peu de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on appelait oméga 3 ou oméga 6, en fonction donc de la position du dernier carbone sur lequel se trouve la double liaison. Voilà comment se présente une formule de, je dirais chimique, mais ici en particulier d'acide gras polyinsaturé. C18, eh bien ici c'est une chaîne qui contient 18 carbones. Derrière les deux points, 3, ça correspond au nombre de doubles liaisons. Donc, comme on a vu, on peut aller de 3 jusqu'à, enfin de 2 même jusqu'à 6, de 1 même jusqu'à 6 pour les monoinsaturés. Et puis, le oméga 3 qui représente la position de la dernière double liaison. Et donc, c'est ce qui définira qu'on est en oméga 3, 6, 7 ou 9. Alors, pourquoi donc je vais peut-être parler des AGPI pour acides gras polyinsaturés. Pourquoi sont-ils si importants? Il faut savoir qu'au cours de notre évolution, de cette civilisation, le rapport des oméga 6 par rapport aux oméga 3 a évolué de manière impressionnante. À l'époque des chasseurs-cueilleurs, ils consommaient un oméga 6 pour un oméga 3. Et au fil des années, avec l'alimentation ultra transformée, avec les transformations que l'agroalimentaire occasionne sur les huiles pour les rendre stables, nous avons une consommation d'oméga 6 beaucoup plus importante, donc des acides gras qui ont plutôt des effets inflammatoires. Alors, aujourd'hui, les conseils sont d'avoir une alimentation qui devrait être de 1 pour un oméga 6 pour 3 ou 5 oméga 3, alors que actuellement, c'est 25 oméga 6 pour un oméga 3. Donc, on voit bien qu'il y a une discordance et un déséquilibre énorme entre les deux. Pour cela, que pouvons-nous faire? Eh bien, augmenter notre consommation de bonne huile végétale. Cette consommation nous permet d'amener les acides gras essentiels. Alors, qu'est-ce que ces acides gras essentiels? Il y a beaucoup de confusion au niveau de la communication, au niveau des discours, que ce soit au niveau des labos, que ce soit au niveau de l'agroalimentaire, justement, de tout ce qu'on peut trouver comme aliments ultra transformés. Et on va un peu faire le point sur ces éléments parce que ça me semble essentiel, puisque le discours est complètement faussé. Donc, on va remettre les choses dans l'ordre. Alors, notre corps peut produire des acides gras, mais il existe une catégorie, et en particulier les acides gras polyinsaturés, que nous ne pouvons pas euh, produire, et nous avons besoin, pour les produire, de consommer des acides gras essentiels que nous ne trouvons que dans notre alimentation. Ces acides gras essentiels sont dans les végétaux, dans les huiles végétales, comme par exemple le colza, comme l'huile de lin, comme le pourpier, la cameline, le chanvre. On peut trouver voilà, ces acides gras essentiels dans les végétaux. Ce sont des acides gras à chaîne courte. Mais nous avons besoin de ces acides gras sous forme longue et avec de multiples doubles liaisons insaturées. Pour ce faire, si nous amenons des acides gras essentiels par le biais de notre alimentation, notre organisme pourra les transformer par différentes réactions et interventions d'enzymes pour les allonger, c'est-à-dire ajouter un carbone. Et c'est comme ça qu'on peut passer d'une chaîne de 18 carbones comme l'acide alpha-linoléique, qui est le précurseur des oméga 6, ou l'acide alpha-linolénique pour les oméga 3. Ce sont des chaînes de 18 carbones et on va pouvoir les allonger. Donc, une élongase amène un carbone et une désaturase, notre enzyme, désature, donc amène une double liaison. Nous sommes en mesure de le faire. Faut-il être en bonne santé? Faut-il ne pas être carencé? Mais ce rendement est, quoi qu'il en soit, extrêmement faible. Alors, voilà deux cascades métaboliques importantes, celle des oméga 3 sur cette partie supérieure et celle des oméga 6 sur la ligne inférieure. Et on se rend compte qu'en fait, ce sont exactement les mêmes enzymes qui vont permettre de transformer les précurseurs, donc amenés par l'alimentation, différents éléments métabolites jusqu'au dernier de fin de chaîne.
On passe donc d'un C18 à un C22 et on passe de 3 doubles liaisons à 6 par le biais de désaturases et par le biais d'élongase. Ici, deux métabolites sont très importants. Le PA, donc l'acide eicosapentaénoïque, et ici le DGLA. Alors, pourquoi ces deux-ci sont importants? Parce qu'ils sont précurseurs d'anti-inflammatoires. Et donc, c'est un des intérêts des acides gras polyinsaturés de trouver ce rôle anti-inflammatoire. Ici, oups, en rouge, l'acide arachidonique qu'on trouve essentiellement dans la viande et qui est un acide gras inflammatoire, c'est-à-dire qui est précurseur de prostaglandine inflammatoire PGE2, pair inflammatoire, impair comme PGE3 ou PGE1 anti-inflammatoire. Et puis ensuite, bien sûr, plus la chaîne est longue et plus nous amenons de fluidité, de double liaison et de longueur. Que faut-il pour que cette cascade métabolique se passe de manière le plus optimale possible? Eh bien, comme toutes les enzymes au niveau de l'organisme, elles ont besoin de cofacteurs. Alors, les désaturases nécessitent voilà, le magnésium, le zinc, les vitamines A, C, E et des vitamines B3 et B6. Certains cofacteurs sont communs au fonctionnement des élongases. Le magnésium, la vitamine C, la B3, la B6 sont communes et en plus, nous avons ici la B5 et la B8 qui sont nécessaires pour faire fonctionner donc, ces fameuses enzymes d'élongase. Et attention à la delta 6 désaturase qui est sur la diapo précédente. Ici, l'enzyme qui va être limitante par rapport à la cascade métabolique et qui va être bloquante si nous ne possédons pas tous les cofacteurs ou si d'autres éléments viennent la perturber. Et nous allons les voir immédiatement. Donc, quelles sont ces causes d'inhibition de la delta 6 désaturase? Le cholestérol, trop de cholestérol, les acides gras saturés, les acides gras trans, et on vient de voir qu'on en consommait vraiment beaucoup trop, l'hyperglycémie, l'insuline, le diabète, les anti-inflammatoires, les différents médicaments, les corticoïdes également, les infections virales, la candidose, le syndrome prémenstruel, le stress qui n'est pas touché par le stress et différentes pathologies dont la population présente voilà, et toutes ces pathologies de manière vraiment malheureusement trop fréquente. Et de ce fait, eh bien, cette delta 6 désaturase est inhibée. Donc, on a beau consommer des huiles végétales qu'on appelle avec les acides gras essentiels à chaîne courte, nous n'aurons aucun rendement en EPA ou en DHA, qui sont donc ceux qui nous intéressent pour améliorer le métabolisme, qu'il soit cérébral ou quel qu'il soit. Donc ça, c'est vraiment essentiel et c'est très peu dit. Ce qui veut dire que quand dans l'industrie alimentaire, quand on vous propose une margarine enrichie en oméga 3 ou même un beurre voilà, qui a été, par exemple, un beurre prêt à tartiner, effectivement, eh bien, on va, comment dire ça, même s'il est enrichi en acide alpha-linolénique, eh bien, toutes ces causes ou les carences en vitamines et en minéraux que nous venons de voir vont empêcher la cascade métabolique et nous aurons un rendement de 0 pour avoir de l'EPA et du DHA. Donc, c'est important de le savoir parce qu'on ne dit pas du tout et du coup, on pense qu'en mangeant de bonnes huiles, eh bien, tout va bien. Eh bien non, pas du tout. Surtout que bien, quand effectivement un patient consulte un médecin, une naturopathe en médecine fonctionnelle ou pour l'alimentation ou pour quelle que soit la problématique, il faut savoir que déjà, on ne mange pas suffisamment de poisson et deuxièmement, eh bien, si on a une de ces problématiques, il faut se complémenter en huile de poisson contenant suffisamment de d'EPA et de DHA qui contribueront à une bonne santé. Alors, on vient de dire, ce sont les acides gras à longue chaîne qui sont intéressants. Ça a plusieurs avantages. On l'a vu déjà, c'était un petit résumé. On a vu donc qu'ils ont des effets anti-inflammatoires, qu'ils vont améliorer la fluidité membranaire, que ce soit le GLA ou le DGLA au niveau des oméga 6, que ce soit l'EPA au niveau des oméga 3 et le DHA, le docosahexaénoïque, donc le plus lent, qu'on appelle aussi cervonique. Bizarre, cerveau. Voilà, donc je pense que c'est pas anodin que cet oméga 3 porte ce nom. Il confère donc à nos membranes cytoplasmiques, en les intégrant,
cette fluidité qui va permettre d'améliorer le métabolisme en général. Pourquoi est-ce qu'ils sont si importants pour le métabolisme en général et en particulier au niveau cérébral? Eh bien, il y a des centaines d'études qui existent qui prouvent qu'en utilisant des oméga 3 et des oméga 6, ils ont des vertus curatives dans différentes pathologies. Et ici, vous pouvez constater, on parle de l'autisme, on parle des troubles du comportement, de la dyslexie, de la dyspraxie, on pourrait parler de la schizophrénie, et ensuite, autres que cérébrales, les infections, le cancer, l'insulinorésistance, voilà. Et ça, c'est un extrait du livre du docteur Natasha Campbell, qui est une Anglaise, qui a ouvert une clinique en Angleterre pour accueillir donc les patients atteints de bipolarité, de schizophrénie, de dépression, et avec lesquels elle revoit complètement l'alimentation. Elle revoit également tout le système digestif, parce que sans bon système digestif, il n'y a pas de bonne assimilation, et donc il faut démarrer vraiment par le début. Et donc, je vous ai mis ici une image de ce livre qui est vraiment une mine d'informations concernant les oméga 3, mais concernant la santé et la santé cérébrale en particulier. Voilà. Et entéropsychologique, ça porte bien son nom, c'est le lien entre l'intestin et le psychologique. Vous voyez, voilà, la couverture parle d'elle-même: dyspraxie, hyperactivité, autisme, dyslexie, schizophrénie, dépression, déficit de l'attention. C'est vraiment un livre fort intéressant. Alors, pour rester dans le pratique, il y a une petite chronobiologie qui est assez intéressante au niveau des oméga 3. Est-ce qu'il y a un moment privilégié pour prendre ces oméga 3? Donc là, je parle bien des oméga 3 à longue chaîne, donc EPA, DHA, donc des huiles de poisson. Eh bien oui, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fonction du moment de la prise, les effets ne seront pas les mêmes. Et ça dépend un peu des effets aussi recherchés dans les prises en charge. Alors, pourquoi? Eh bien, écoutez, on va le voir. Voilà, la chronobiologie des oméga 3. Si nous recherchons l'effet anti-inflammatoire, c'est plutôt le PA. Je vous expliquais que le PA était précurseur de prostaglandine 3, qui sont anti-inflammatoires, de résolvine également. Et donc, cette EPA aura des effets anti-inflammatoires si on le consomme le matin. Pourquoi? Parce que le matin, nous avons un métabolisme actif pour la journée, et donc nos systèmes enzymatiques fonctionnent afin de transformer le PA en prostaglandine anti-inflammatoire. Donc, ça va être transformé et utilisé comme anti-inflammatoire au cours de la journée. Par contre, si vous prenez le PA le soir, à ce moment-là, ça va intégrer les membranes cellulaires. Pourquoi? Parce que la nuit, notre métabolisme est au repos. Les enzymes ne sont plus fonctionnelles, ou en tout cas beaucoup moins. La nuit est dédiée à la restauration, à notre restructuration de nos cellules, de nos membranes, de nos systèmes enzymatiques. Et donc, cet acide gras pourra intégrer nos membranes afin de leur apporter souplesse, perméabilité, plasticité. Si par contre, vous recherchez des actions plutôt sur le plan cérébral, si vous recherchez des actions pour améliorer le métabolisme, quel qu'il soit, pour brûler davantage par exemple, pour la fonction cognitive, pour la mémoire, pour la tolérance au stress, pour la grossesse, pour l'allaitement, alors à ce moment-là, le DHA sera plus intéressant parce que bien c'est le plus long, le plus insaturé, donc le plus fluide, et ce sera lui qui intégrera au mieux nos membranes pour amener justement cette meilleur fonctionnement des membranes par rapport aux récepteurs et aux transporteurs que nous allons voir plus tard. Donc à ce moment-là, le DHA, nous le prenons le soir. Alors, pourquoi c'est si important d'amener cette fluidité à la membrane? Tout simplement, voilà comment est constituée une membrane. Je vais sur mon passé parce que tout le monde, je pense, connaît ça. Donc, milieu extracellulaire, milieu intracellulaire, la membrane qui est une barrière. Elle sépare l'intérieur de la cellule de l'extérieur. Et donc, ce que nous voyons ici en jaune, c'est la bicouche lipidique. Vous avez une tête hydrophile et les queues hydrophobes. Et donc, tout ce qui est transporteur, protéines transmembranaires, protéines collées, protéines ancrées, ont besoin pour fonctionner de souplesse, pour s'ouvrir et se fermer, afin justement de pouvoir accueillir les molécules qui doivent rentrer dans la cellule ou en sortir facilement en laissant les transporteurs fonctionner correctement. Alors, cette membrane, plusieurs fonctions. On vient de voir, compartimentation. Elle permet les échanges d'informations avec d'autres cellules, on l'a vu.
Les récepteurs hormonaux, les jonctions GAP, ce sont les jonctions au niveau des cellules des entérocytes pour l'hyperperméabilité intestinale, les transporteurs multiples fonctions. Elle régule le transport des ions, des protéines, des sucres, des graisses. C'est pour ça que je vous parle du métabolisme et que quand on a une membrane suffisamment fluide ou plastique, on va améliorer notre métabolisme. Elle permet les mouvements cellulaires. Il faut savoir que pour échanger différentes molécules, il faut différents phénomènes comme l'endocytose, l'exocytose, les pseudopodes également. Il faut de la fluidité, de la plasticité. Pour les phénomènes de reconnaissance, pour la régulation du métabolisme, je me répète, et ce sont des sites de réaction chimique aussi pour des réactions qui ne peuvent se produire en milieu aqueux. Donc, dans ces cas-là, ça se passera en intramembranaire. Donc, ici, on voit en 3D un peu plus comment se situent les transporteurs et les différentes, les différents récepteurs ou transporteurs membranaires. Donc, nos membranes sont constituées de 43% de lipides. Ces lipides sont assez multiples. On a des phospholipides, on a du cholestérol, on a des acides gras. Le cholestérol est vraiment utile. Il fait la structure de la membrane. Ça permet d'avoir quelque chose qui soit structuré, qui soit solide entre guillemets. Mais solide ne veut pas dire pas souple. Voilà. Il y a aussi des protéines qui constituent cette membrane et des glucides également. Alors, pourquoi est-ce que ces AGPI sont utiles pour le fonctionnement cérébral? Eh bien, parce que, comme n'importe quelle cellule de l'organisme, les neurones et les axones sont constitués de ces mêmes membranes et donc phospholipidiques. Et donc, il faut aussi pour le fonctionnement cérébral que ces membranes soient suffisamment souples. Il faut savoir que qu'il existe différents signaux nerveux. Il y a l'influx nerveux électrique, il y a l'influx nerveux chimique. Les deux fonctionnent de manière différente, mais les deux sont aussi complémentaires. En fait, c'est un influx électrique qui va provoquer aussi l'influx chimique, c'est-à-dire le transport des molécules comme les neurotransmetteurs. On va voir ça plus en détail. Voici une cellule neuronale schématisée. Donc, vous avez le corps cellulaire qui contient un noyau, qui contient des mitochondries, qui contient des dendrites, et puis vous avez l'axone avec ici la synapse. Donc, j'attire votre attention sur la gaine de myéline, qui est ici représentée par les petits bourrelets roses et gris, et entre chaque gaine de myéline, les nœuds de Ranvier. Donc, la réception du message nerveux arrive sur le corps neuronal et va être transmis par l'axone. Ça ne se fait que dans un sens, c'est dans un sens unique. Ce signal électrique va être propagé de bon en bon. Il gagne en rapidité de cette manière-là, en passant de nœud en nœud, qu'on appelle les nœuds de Ranvier, qui sont donc aux interruptions de chaque gaine de myéline. Et la sclérose en plaques, qui est une pathologie neurodégénérative, fait que cette gaine de myéline se détruit et donc que le signal n'est plus transporté correctement. Voici un des premiers intérêts des AGPI, c'est que plusieurs études prouvent qu'ils ralentissent l'évolution de cette pathologie en maintenant cette gaine de myéline et en permettant une meilleure propagation de l'influx. À savoir que cette pathologie est une pathologie auto-immune et que travailler sur la perméabilité intestinale et sur l'inflammation, bien sûr, sont un plus par rapport à cet apport d'oméga 3. Il y a 2 facteurs génétiques qui sont associés à un risque réduit de sclérose en plaques. C'est le gène FADS2, c'est-à-dire que ce gène sera mieux exprimé quand on a un apport élevé d'oméga 3 et ce gène code quoi pour les désaturases. Donc, on rejoint ce que j'expliquais au début de la présentation, que la delta-6 désaturase est essentielle pour pouvoir produire des acides gras à longue chaîne. Eh bien, on peut voir ici que dans la sclérose en plaques, génétiquement, il y a une problématique au niveau de ce gène
et qu'un bon taux d'oméga 3 au niveau sanguin permet donc d'améliorer le fonctionnement de ce gène. Donc, voilà, maladie neurodégénérative, la sclérose en plaques. Après l'influx électrique, nous allons voir l'influx chimique. Donc, ça se passe au niveau des terminaisons de la synapse. Donc ici, nous avons un axone qui se termine par une synapse. L'influx électrique arrive. Il va permettre d'informer les molécules contenant les neurotransmetteurs de se diriger vers le bas. Par endocytose, donc, les membranes des vésicules chimiques vont se fondre avec les membranes de l'axone pour être libérées dans la fente synaptique afin que, sur le bouton synaptique suivant, les canaux puissent s'ouvrir. Donc, il faut que les transporteurs puissent accueillir ces molécules pour enfin permettre la continuité de comment dire ça, de ce message chimique. Euh, alors, l'influx chimique est beaucoup plus modulable et beaucoup plus flexible que les synapses électriques. C'est ce qui génère la plasticité neuronale et donne une capacité à créer des réseaux ou à les modifier en fonction de problématiques cérébrales. Cette plasticité est importante parce qu'elle est liée aux facultés d'apprentissage et à la mémorisation. Donc, vous voyez le lien entre une bonne fluidité membranaire et les capacités d'apprentissage ou la fonction cognitive en général. Donc, ces fameux neurones sont des relais de transmission et de traitement de l'information pour permettre de bien protéger le signal. Alors, au niveau des neurotransmetteurs qui vont être transmis, il existe la noradrénaline. La noradrénaline va permettre d'agir sur l'attention, sur les émotions, sur l'apprentissage et la sociabilité. L'adrénaline, elle, est libérée en cas de stress. Si on a un stress assez important, on fait beaucoup d'adrénaline et on va manquer de dopamine. On va le voir juste après. Il y a également la sérotonine, qui est un autre neurotransmetteur. Elle contribue à réguler la température corporelle, le sommeil. Elle apporte la sérénité. Elle agit sur la coagulation sanguine. On a le GABA, lui, c'est un peu le frein. Il sert entre autres à contrôler la peur ou l'anxiété et agit aussi sur les difficultés d'endormissement. La dopamine, donc c'est elle qui nous donne l'envie d'avancer, l'envie d'aller, dopa. Elle intervient dans le contrôle des mouvements. Elle est favorable à la recherche du plaisir, d'émotion et de la vigilance. Il y a aussi l'acétylcholine. Elle, c'est pour la contraction musculaire. Donc, au niveau de la synapse qui va être en lien, parce que là, on a vu synapse nerveuse, mais en fait, on peut avoir une synapse nerveuse sur un muscle qui va occasionner donc la contraction de ce muscle, et c'est l'acétylcholine qui intervient à ce niveau-là. Pour que tout ceci fonctionne correctement, le cerveau a des besoins nutritionnels particuliers. Comme on l'a vu, il est constitué essentiellement de lipides. Et dans les membranes neuronales, les acides gras représentent 14% des fameux 43% contenus des lipides contenus dans la membrane. La moitié de ces oméga 3 sont représentés par le DHA. Il y a également des oméga 6, mais ils sont présents en beaucoup plus petite quantité. Et bien sûr, il faut de l'oxygène, il faut des glucides pour que le cerveau fonctionne, avec des vitamines B aussi et du magnésium. En fait, le cerveau n'a pas besoin de lipides pour fonctionner. Mais pourtant, ils sont indispensables pour assurer une bonne fonction cognitive. Donc, ça n'est pas l'alimentation des cellules neuronales, mais elles doivent être présentes dans la structure. Alors, 3 fonctions des oméga 3 pour une cognition optimale. On vient de le voir pour les membranes cellulaires, pour permettre cette bonne endocytose et exocytose des molécules de neurotransmetteurs, leur expulsion, mais aussi leur absorption par la cellule postsynaptique. Il faut des quantités suffisantes d'AGPI pour une synthèse efficace des neurotransmetteurs et il faut une concentration suffisante de DHA qui favorise une bonne liaison de la dopamine avec son récepteur membranaire et on va voir l'étude juste après. Alors, ça, ce sont des éléments qui ont été fournis par une équipe de recherche en neurobiologie
sur les lipides à l'INRA de Jouy-en-Jaujas. Vous avez ici une molécule de DHA. Donc, vous voyez, elles sont représentées linéairement, mais en fin de compte, dans la nature, elles ne sont pas si linéaires que ça. Donc, on nous dit que ce DHA est extrêmement présent donc, dans les membranes cellulaires, que sa chute en concentration s'accompagne de la réduction des capacités d'apprentissage, donc des processus cognitifs. Ça diminue la discrimination visuelle. Ce sont des tests qui ont été faits chez le rongeur et le singe. On s'est rendu compte qu'en cas de carence alimentaire chez la femme enceinte, cela représente pour le nouveau-né une possibilité de retard dans le développement de son acuité visuelle. C'est vrai que l'œil, après le cerveau, est l'organe le plus fourni en oméga 3. On dit que la diminution de la teneur en DHA cérébrale entraîne des modifications de l'activité neuronale. Ça se traduit par une réduction de la fonction cérébrale, une perturbation du fonctionnement nerveux, de la transmission du message nerveux, électrique ou chimique entre les neurones. Il a été observé chez des animaux déficients en DHA que cette libération de dopamine intervenant dans des phénomènes comme le contrôle de la motricité, le traitement cognitif de l'information, le contrôle des émotions était fortement diminuée, ce qui peut impliquer l'apparition de troubles neurologiques. Donc, on voit bien le lien entre une bonne concentration de DHA et une fonction cognitive au sens large, de bonne qualité en fonction de cette concentration. Donc, ces oméga 3 peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou préventives de manière nutritionnelle. L'EPA, lui, on le trouve bien sûr dans le poisson. Et là, il y a une étude qui a été faite au niveau des Inuits parce qu'ils ont une alimentation extrêmement riche en corps gras, en chair, en huile de poisson, de phoque, de baleine et bizarrement, ils souffrent rarement de maladies cardiovasculaires ou de polyarthrite rhumatoïde et on en a déduit que leur graisse alimentaire avait donc des propriétés bénéfiques par leur teneur en EPA. Cette EPA a des propriétés hypotriglycéridémiantes et anti-agrégantes plaquettaires ainsi qu'anti-inflammatoires. D'autres recherches ont été faites sur la polyarthrite rhumatoïde, mais aussi pour la dépression bipolaire, et c'est son rôle anti-inflammatoire qui sera ici intéressant. Il faut savoir que trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 empêche l'utilisation optimale des oméga 3 parce qu'il y a concurrence entre les deux, parce que leur métabolisme fait appel aux mêmes enzymes et à certains cofacteurs communs. Alors, voici ce que j'évoquais tout à l'heure. Une étude qui a été faite à Bordeaux prouve que une bonne concentration en DHA va améliorer la fixation de la dopamine sur son récepteur D2R. Et je trouve que très peu d'images existent en fait pour voir la composition d'une membrane réelle en oméga 3, mais on l'a ici. Donc vous avez ici la petite spirale blanche et grise représente ce fameux récepteur D2R dans une membrane ici qui est tout à fait appauvrie en acides gras polyinsaturés, puisqu'en bleu, ce sont les lipides membranaires et en orange, les acides gras polyinsaturés. Par contre, ici, donc on voit bien que ce transporteur est un peu écrasé, un peu refermé sur lui-même, alors qu'ici, où nous avons des acides gras polyinsaturés, ce récepteur est tout à fait développé et apparaît à la surface extracellulaire et sur la surface intracellulaire. Et évidemment, ça va permettre à la dopamine de se fixer bien mieux et donc d'être propagée aussi donc pour continuer justement la transmission du message chimique. Une étude prouve que des niveaux réduits en acides gras polyinsaturés sont associés à la schizophrénie dans les cas chroniques. Une supplémentation a entraîné un taux érythrocytaire plus élevé qu'avant le traitement et qu'il y a donc, après cette complémentation, une réduction significative de la psychopathologie avec donc toute une échelle de scores qui permet d'évaluer justement cet état de schizophrénie.
Donc, cela fait de la supplémentation en oméga 3 un traitement très efficace pour améliorer les résultats sur une période de temps prolongée, parce qu'évidemment, si on arrête, on en revient au stade de départ. Manger du poisson. Nos grands-parents nous disaient, manger du poisson, c'est le phosphore. On nous disait que c'était le phosphore qui était bon pour la mémoire. Et finalement, après beaucoup d'études, on s'est rendu compte que ce sont les oméga 3 incorporés dans les phospholipides membranaires qui, en contrôlant l'inflammation, éviterait, voire inverserait les dommages cérébraux liés au vieillissement. Donc, c'est très intéressant pour la mémoire, parce qu'on sait qu'avec l'âge, d'abord, voilà, on peut être concerné par la démence sénile, mais ne serait-ce que la mémoire. Donc, voilà, consommer des oméga 3 peut avoir un impact extrêmement bénéfique. Et vous voyez ici, il y a une étude qui est l'étude Framingham, qui a quand même regroupé 1575 personnes d'âge moyen de 67 ans. Et en fait, plusieurs groupes ont été étudiés et le groupe complémenté en oméga 3 a donc une meilleure fonction mnésique. Alors, la méthode était celle-ci. Les taux d'oméga 3 ont été mesurés dans le sang. Les personnes ont répondu à des questionnaires d'évaluation neuropsychologique. Ils ont subi des scanners cérébraux. Les résultats, les personnes ayant un taux faible de DHA ont un cerveau de taille diminuée. C'est pour ça que j'ai mis ces petits grands cerveaux, notamment en matière grise. Et cette matière grise est associée à l'intelligence et à la réflexion. Ces personnes ont une moins bonne mémoire visuelle, moins de capacité de raisonnement et de prise de décision. Par contre, aucun lien n'a été retrouvé entre le taux d'oméga 3 et la mémoire verbale. Bon, voilà, on ne peut pas agir sur tout. Ils expliquent donc à la fin de cette étude que le cerveau des personnes manquant d'oméga 3 semble vieillir plus rapidement que la normale et donc que des taux faibles de DHA sont associés à des marqueurs de vieillissement structurel et cognitif du cerveau accéléré. Une autre étude en 2023, qui est une méta-analyse sur 1124 participants, a montré que les acides gras polyinsaturés à longue chaîne, j'aurais dû le préciser presque depuis le début, je parle à longue chaîne, à courte chaîne, étant ceux qui sont dans les végétaux, mais on l'a vu, il faut qu'ils soient transformés. Voilà, donc ces AGPI améliorent la fonction cognitive des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs légers, stade qui précède la démence ou la maladie d'Alzheimer. Ils ont une capacité à réduire la plaque bêta-amyloïde, on sait qu'elle est impliquée dans la maladie d'Alzheimer, et ils réduisent l'inflammation, qui sont deux facteurs de risque majeurs dans la démence. Ces oméga 3, on l'a vu, ont des effets anti-inflammatoires et favorisent le flux sanguin cérébral parce que oui, le cerveau doit être irrigué et la microcirculation sanguine est elle-même améliorée avec des vaisseaux plus fluides, plus souples, qui permettent d'amener le sang là où on en a besoin. Et donc, cette microcirculation est-elle également responsable d'une bonne fonction cognitive. Une autre étude suggère que ces AGPI agiraient sur la structure du cerveau, en particulier sur l'hippocampe. Et c'est très intéressant. Ça a été mené aux États-Unis, à l'Université du Texas, par des chercheurs de la même étude que tout à l'heure. Elle montre que la consommation d'oméga 3 préserve la santé cérébrale, améliore la cognition de personnes d'âge moyen. Ici, l'âge moyen était quand même bien plus faible, puisque l'âge moyen est de 46 ans. Il ne présentait ni démence, ni antécédent d'accidents vasculaires cérébraux. On s'est rendu compte en fait qu'une bonne concentration d'oméga 3 dans les globules rouges permettait d'améliorer tous les marqueurs cognitifs du vieillissement cérébral et les IRM ont également confirmé ceci. Conclusion. Les personnes qui présentent des taux d'oméga 3 plus élevés ont des volumes d'hippocampe plus gros et cet hippocampe joue un rôle dans l'apprentissage et la mémoire. Cette concentration d'oméga 3 est également associée à un meilleur raisonnement abstrait, à permettre de comprendre des concepts complexes avec une pensée beaucoup plus logique. Je passe sur les ApoE4, c'est un peu plus spécifique. Le communiqué de l'université explique que les acides gras oméga 3 tels que le PA et le DHA sont des micronutriments clés qui améliorent et protègent le cerveau. Pour avoir un cerveau à 100%. Alors ça, c'est le titre d'un livre. C'est le titre du livre du docteur David Braverman. Il conseille 5 grammes d'huile de poisson par jour pour les troubles de la pensée liés à la baisse de l'acétylcholine, mais attention au risque de contamination du poisson. Et là,
C'est un peu c'est un peu les précautions à prendre parce qu'il faut manger du poisson, bien sûr. Il faut consommer des acides gras à chaîne longue de poisson par le biais de capsules d'huile ou autres. Mais attention, il ne faut pas que ces compléments ou que les poissons que nous consommons soient pollués, que ce soit par le mercure, que ce soit par différents polluants. Donc, attention surtout, et effectivement, il conseille d'éviter la consommation, en tout cas de consommer trop fréquemment les espèces prédatrices comme le thon, l'espadon, la raie, la lotte ou la dorade, parce qu'elles seront beaucoup plus, ces espèces seront beaucoup plus chargées en mercure. Et pour les végétariens, il existe des compléments alimentaires à base d'algues. Évidemment, Norsal nous en propose. Il y a une étude contradictoire, mais on peut l'expliquer. C'est 310 adultes de 25 à 49 ans qui sont donc relativement jeunes, qui ont été séparés en trois groupes. Un groupe qui prenait un complément avec davantage de DHA que de PA, qui était supplémenté avec un produit beaucoup plus riche en EPA qu'en DHA, et un groupe placebo. Cette étude a duré sur 26 semaines. Et dans le groupe supplémenté en EPA, il y a une amélioration de la fonction globale qui a été remarquée, notamment au niveau de la précision, de la vitesse globale de réaction, de la précision de l'exécution des tâches de mémorisation. Donc, on aurait pu dire que le DHA était plus important que le PA dans la fonction cognitive. Cette étude, c'est pour ça que je l'ai appelée étude contradictoire, prouve que c'est plutôt le PA. Ce qui a été supposé, c'est que cette tranche d'âge de personnes qui ont participé à l'étude ont une consommation beaucoup plus riche en acides gras saturés ou en acides gras inflammatoires, et que donc les effets de l'EPA ont des effets bien plus positifs que sur d'autres personnes qui auraient une alimentation plus raisonnée. Alors, il y a une thèse très intéressante, elle 300 pages, 100 pages de référence, elle passe en revue les études, enfin, une bonne partie des études qui existent sur les oméga 3 et le fonctionnement cérébral. Euh, donc ici, ce qui est important, et je l'ai mis en rouge, c'est que l'origine du DHA cérébral est issue essentiellement de sources alimentaires, animales, marins. Parce que le taux de conversion de l'ALA, donc c'est l'acide alpha-linolénique, en DHA par le foie, est très faible, et c'est ce qu'on a vu au début de la présentation. La neuroinflammation dans le cerveau, si elle persiste, altère de nombreuses fonctions neurologiques, entraînant des modifications comportementales, notamment de la mémoire. Et donc, ça contribue à la physiopathologie de pathologies neurovégétatives ou neuropsychiatriques. Et donc, le PA a toute sa place pour le côté anti-inflammatoire. Chez l'enfant, la cognition chez l'enfant. En fait, pendant la grossesse, une consommation de la mère est associée à de meilleures capacités cognitives chez leurs enfants. Les taux sanguins élevés pendant la grossesse ont été corrélés avec de meilleures réponses émotionnelles, mais également avec une meilleure concentration chez les enfants à l'âge de 5 ans. Donc, ça a vraiment un intérêt de complémenter les femmes enceintes, mais il y a aussi un intérêt de complémenter en postpartum aussi bien pour la composition du lait maternel que s'il n'y a pas d'allaitement, proposer éventuellement des oméga 3 à l'enfant. Il y a des recommandations de l'ANSES. Je les trouve très intéressantes, mais un peu comme d'habitude pour les vitamines et minéraux au niveau des conseils ou des apports quotidiens recommandés, c'est assez faible, puisque là, le dernier rapport propose un apport total au niveau de l'alimentation de 30% des lipides. Et concernant le LA ou l'ALA, donc l'acide alpha-linolénique ou linoléique, doit être autour de un quart de cette part de lipides. La dose minimale journalière serait de 250 mg pour le PA et de 250 mg pour le DHA, qui, pour ma part, me semble extrêmement faible. Et malheureusement, par rapport à cette étude, ils se sont, enfin, et vu, voilà, concernant l'étude 1K2, l'apport moyen en AGPI est près de 2 fois plus faible que ce qui est recommandé. Donc, on est loin, très loin de ce qu'il faudrait pour avoir une bonne santé cérébrale. Message à retenir. L'importance des oméga 3 pour la santé cérébrale, pour leur action structurelle, entraînant plasticité et souplesse membranaire, améliorant la fonction mnésique et cognitive,
pour leur action sur la microcirculation sanguine, pour leur rôle à diminuer l'inflammation, pour leur rôle sur l'optimisation des récepteurs des neurotransmetteurs. Et pour ne rien oublier de ce webinaire, je vous conseille de consommer des oméga 3. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne soirée. Vous aurez à la fin les études sur lesquelles je me suis basée voilà, pour tout ce que je viens de vous expliquer. Merci beaucoup, Isabelle, pour cette présentation qui était vraiment très, très complète, très intéressante, hyper détaillée. C'était vraiment très bien. Je vais rapidement vous présenter juste les produits Norsan et ensuite on va passer aux questions. Je vais vraiment me dépêcher, promis. Je suis désolée, j'ai débordé. Ah non, 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 il y a pas de souci. Vaut mieux vous écouter. C'était vraiment très passionnant. Si on peut se mettre juste donc du coup sur les slides suivantes, je vais vous parler très brièvement donc des Pardon. produits Norsan. Donc en fait, nous on propose uniquement des oméga 3 marins donc type EPA et DHA. euh, avec pour chacune de nos gammes une version liquide et une version en capsule. Donc en fait, on propose la gamme totale qui est composée d'huile de petits poissons gras avec de l'huile d'olive vierge extra bio comme antioxydant. Donc c'est une huile qui est naturellement plutôt riche en EPA avec aussi une forte dose de DHA. Et ensuite, vous avez donc notre version vegan à base d'ail, donc c'est du Schizochytrium sp, et la gamme Arctis qui est là de l'huile de foie de morue. Et en fait, ces deux gammes sont particulièrement riches en DHA, donc permettent justement de plutôt cibler les pathologies liées donc au cerveau et tout ce dont Isabelle vient de parler. Voilà, elles contiennent aussi également beaucoup de PA, mais voilà, si on veut cibler un apport en DHA, on conseillera ces deux gammes-là. Et bien entendu, on propose également une gamme pour les enfants avec une posologie adaptée. Là, on est sur un mélange en fait d'huile de petits poissons gras et d'huile de foie de morue avec une version liquide et une petite version en jelly à mâcher donc pour les enfants. On propose également un autotest qui permet en fait d'évaluer ces apports en oméga 3 qui permettent aussi de voir son ratio oméga 6,3 voilà, que vous voyez ici. Et bien entendu, les produits Norsan sont certifiés IFOS et Friend of the Sea, donc ça garantit. Bon, c'est pas grave, hein, Isabelle. Oui, je cherchais. Pas de souci. En fait, les labels IFOS et Friend of the Sea, donc IFOS garantit la fraîcheur, la qualité de nos huiles, et Friend of the Sea garantit que tous nos produits sont issus d'une pêche respectueuse de l'environnement qui ne détruit pas les fonds marins donc avec un impact limité. Vous avez donc nos coordonnées. Je pense que sur la slide suivante, vous avez les coordonnées d'Isabelle. Vous avez les coordonnées de Norsan. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire, à nous appeler. Isabelle, je pense de même, hein. Si vous avez d'autres questions sur le sujet, voilà, je pense qu'on pourrait en discuter vraiment Qui est vaste. Qui est vaste, longtemps. ouais. Vous recevrez également donc le replay de ce webinaire dès demain, qui sera disponible également sur notre chaîne YouTube. Et puis, suite à ce webinaire, donc vous pouvez bénéficier pendant une semaine donc d'une remise sur nos produits, donc qui sera valable sur l'ensemble de notre gamme. Et puis, on va faire une petite pause pour les webinaires pendant l'été, mais on se retrouvera donc à la rentrée le 24 septembre, si je dis pas de bêtises, ça a été défini depuis, donc sur un webinaire qui portera justement sur l'importance des oméga 3 dans le cadre de l'allaitement. Donc, on parlera à la fois de la santé maternelle, mais aussi de la santé du Du bébé. bébé. Voilà, donc Isabelle, merci beaucoup encore pour votre intervention qui était vraiment très intéressante, très passionnante. Euh, Merci. les retours positifs qu'il y a eu dans le chat le montrent. Eh Je ben, vous merci, laisse ça fait plaisir. le mot de la fin avant de
de nous déconnecter. Vous me laissez le mot de la fin, c'est ça? Je vous laisse le mot de la fin. Bah écoutez, le choix du sujet a été difficile parce que c'est vrai que voilà, ça, les oméga 3 interviennent dans tellement de situations et dans tellement de métabolisme au niveau de l'organisme. Bon, voilà, on a choisi le cerveau, on aurait pu choisir l'insulinorésistance, on aurait pu choisir le syndrome métabolique. En tout cas, je me suis voilà, régalée à préparer cette présentation. J'espère que voilà, elle a été, a priori c'est le cas, qu'elle a été appréciée et je me tiens effectivement à la disposition de toutes les personnes qui ont assisté pour répondre à leurs questions ou aller plus loin s'ils le souhaitent. Voilà. Merci Très en tout cas. bien. Merci beaucoup, Isabelle. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et puis je vous dis à bientôt. Et voilà. Belle soirée à tous et à bientôt. Merci. Au revoir, Morgane. Au revoir.